Une pétition pour amener les acteurs politiques, et notamment l'Assemblée nationale, à procéder à une relecture du code électoral, un cadre de concertation des confessions religieuses qui sort à nouveau pour appeler à une révision du test électoral. Beaucoup d'actions, alors même qu'on avait cru le sujet rangé avec justement les positions de la Cour constitutionnelle au sujet donc des différents recours. Il y en avait eu une bonne dizaine ou une quinzaine, on ne sait plus trop, qui ont été évacués à l'occasion, et les 7 sages avaient déclaré la conformité du test voté par l'Assemblée nationale à la Constitution. Pourquoi est-ce que cela fait résurgence? C'est le sujet de nos discussions ce matin. William, bonjour. Bonjour, Tanguy. Franck, bonjour. Loris, bonjour. Eric, bonjour. Vous aviez compris quelque chose à cette affaire, enfin, à cette insistance, je dois dire, des acteurs politiques, et même au-delà du secteur politique, des acteurs religieux, puisqu'on parle de cadre de concertation des confessions religieuses, cette insistance sur la révision du code électoral, Eric? Nous savons que c'est un sujet épineux et cela intéresse beaucoup les politiques. Avant le cadre de concertation dont vous évoquez à l'instant, nous savons que par le passé, l'Église catholique a organisé aussi, n'est-ce pas, un cadre, enfin, s'est engagé à réunir des cadres pour discuter aussi sur le sujet du code électoral. Et l'objectif, c'est justement d'amener le gouvernement à revoir sa copie, à procéder à une relecture du code électoral, en tout cas du code qui a été voté. Et selon eux, cela participerait, n'est-ce pas, à mettre les acteurs politiques au même niveau dans une compétition électorale. Je pense que c'est ce même registre de discours que nous avions entendu avec ce cadre à l'occasion de la conférence de presse. Donc je pense que c'est un sujet que nous connaissons, et cela fait un moment que plusieurs voix s'élèvent justement pour souhaiter que nous allons vers une relecture. Et donc, dans la démarche, dans l'absolu, je pense que dans un système démocratique, on peut, comme on dit, observer ces genres d'activités au nom de la liberté d'expression, de ce que un groupe d'individus, n'est-ce pas, s'intéresse à un sujet, à une question, et puis donne véritablement son point de vue. Mais dans la démarche, ce qui me dérange, c'est que des problèmes, que ce qui est de l'ordre politique, qu'on en fasse le problème de tous les Béninois. Qui est relecture du code électoral ou pas, je ne sais pas en quoi ça peut nous permettre de sauver notre jeunesse du tabagisme, de l'alcoolisme qu'on a évoqué hier. Nous savons que ce week-end écoulé, Parakou a été victime d'inondations. Dans le reportage que nous avons diffusé hier, les personnes interrogées on fait savoir que personne n'est venu à leur secours. Ils n'ont reçu la visite de personne. J'aurais aimé justement que le cadre, l'énergie avec laquelle on demande la relecture du code électoral, qu'on exige aussi que l'assistance de l'État soit plus rapide, que des personnes qui sont en situation aussi difficile à la veille d'une rentrée ne reçoivent aucune assistance, en tout cas pour l'heure. Pour moi, ça pose un problème. Et cela semble ne pas intéresser ni les politiciens, ni ces groupes de personnes qui voudraient bien entendu réunir les esprits de ce pays dans ce débat du code électoral. J'espère que quand on aura fini d'évacuer véritablement le sujet du code électoral, on va finir par s'intéresser, n'est-ce pas, à la vie des Béninois et à leurs problèmes. Des choses qui n'ont absolument rien à voir avec la politique. C'est vrai, hier, j'ai lu l'éditorial justement de Anissé Kalosoki dans Fraternité, et il disait fraîchement rentré des vacances, à supposer que c'en était vraiment. Et depuis quelques jours, Patrice Talon ne peut bénéficier du moindre répit. Il reprend le gouvernail pour affronter des courants rapides, des tourbillons et des gorges profondes que sa propre gouvernance ainsi que l'opposition politique en face ont dressé sur son chemin. Et c'est que des pirates sont à l'affût, prêts à l'abordage à la moindre avance. Est-ce que c'est ce que nous observons, n'est-ce pas, sur ce débat du code électoral? Après, on verra bien la faisabilité. Je vois très mal la Cour revenir sur un dossier, n'est-ce pas, qu'elle a fini de traiter, qu'elle a fini de juger. On va aborder justement le comportement éventuel que pourrait avoir la Cour à cette occasion-là, Franck. Le débat revient. Le débat revient. Je note premièrement que la vie politique de notre pays continue intéressera toujours les Béninois. Avant même d'en
revenir au fond par rapport aux récriminations qui sont faites sur ce arsenal juridique. Je pense que on pouvait s'y attendre parce que depuis que le document est sorti du Parlement et qu'on a commencé par évoquer certaines dispositions, on n'a jamais manqué ce jour-là où il y a eu des inquiétudes qui ont été soulevées par les politiques, les acteurs de la société civile et beaucoup d'autres personnes. Donc c'est tout normal que des gens aillent devant le juge, c'est-à-dire lui qui est aujourd'hui l'arbitre, qui peut départager X et Y, qui ne s'entendent pas sur telle ou telle chose, ou qui ont disons, des appréhensions sur telle ou telle disposition du code électoral. Je pense que c'est de la vitalité de notre démocratie également. Si vous avez la possibilité, lorsque vous avez des craintes, lorsque vous avez des inquiétudes, d'aller vous les soumettre à un juge, je pense que cela, c'est de l'ordre normal des choses. Mais après cela, je pense que jusqu'à ce que le code sera éprouvé, c'est-à-dire que lorsque nous allons organiser les prochaines joutes électorales sur la base de ce code-là pour véritablement en déceler les insuffisances. On ne peut pas me dire que parce que c'est sorti du Parlement, parce que c'est des députés qui ont voté cette loi-là, que c'est une loi indemne de critique, que c'est parfait, qu'on peut évoluer sans avoir des difficultés. Aucune loi d'ailleurs n'arrange tout le monde. Donc, on aura toujours des réactions jusqu'à ce que nous expérimentions ce code-là pour voir si véritablement ça règle des problèmes pour lesquels on a voté ces dispositions, ou bien si ça en crée d'autres. Et il n'y a que le juge constitutionnel qui puisse nous situer. Donc, ce faisant, je pense que chacun sera situé et au fur et à mesure que des plaintes seront portées, des recours seront portés devant les 7 sages de la Cour, on va évacuer et éliminer point par point les inquiétudes qui se posent. Maintenant, lorsque Eric parle d'autres problèmes auxquels on devrait porter plus d'attention, c'est bien normal. Mais il y a également la politique. Si dans un pays il y a une instabilité, disons politique, vous n'aurez même pas le temps de parler d'inondation. Même dans l'eau, vous allez craindre pour votre vie. Même affamé, vous n'aurez pas le temps d'aller chercher à manger. Je me rappelle encore la situation de 91, surtout qui était prononcée dans le nord du pays. Moi, j'étais tout petit, mais c'était véritablement inquiétant. Le stress était à son paroxysme. On ne pouvait pas sortir pour aller s'acheter une boule d'acassa au quartier. Il faut jouer véritablement au malin, au vigilant pour aller se prendre. Donc, c'est pour dire que nous avons besoin d'asseoir un climat paisible, un climat qui nous permette de mieux nous comporter lors des élections. Et cela ne peut que se faire avant les élections. Moi, je suis tout heureux lorsque je vois que les gens s'y intéressent davantage à quelques 2 ans de ces élections cruciales de 2026 qui s'approchent. Parce que ces élections, on ne les avait jamais organisées de façon telle que ça vient. Les élections générales, on ne les avait jamais organisées dans notre pays. Ce sera un test grandeur nature. Ce sera véritablement le moment encore de tester notre démocratie. Et donc, on a envie de nous débarrasser de beaucoup d'inquiétudes et de suspicions. William? Une évidence est que la date d'anniversaire de la démocratie dans un pays, c'est la date des élections. Sinon, les dates des élections, résultats provisoires, résultats définitifs et contentieux électoral vidé. Au nom de ce principe, il n'est nullement nuisible à une démocratie de travailler à la consolidation des textes qui fondent l'organisation de la vie démocratique, notamment du tournant le plus important ou l'un des tournants les plus décisifs, c'est-à-dire les élections, encore avec la forme qu'elles ont chez nous, la forme d'élections générales. Sur le principe, il faut qu'on s'attende encore. Maître Fallet disait, l'avocat des démocrates disait en avril qu'on n'en finira pas avec les recours avant 2026, avant l'application. En voilà encore, sous la forme cette fois d'une pétition. Soyons rassurés, il y en aura encore, parce qu'aucune disposition n'interdit dans notre pays que des lois déclarées conformes à la Constitution par
le mécanisme de l'exception de constitutionnalité ne puisse pas revenir devant la table du juge constitutionnel. Et je pense que ce ne serait pas la première fois dans l'histoire de notre pays que le juge constitutionnel trouve qu'une loi peut entrer en vigueur parce que conforme à l'esprit de notre Constitution et qu'ensuite, à l'épreuve, on trouve qu'une disposition particulière ou quelques dispositions de cette même loi entravent le bon fonctionnement des piliers de notre Constitution, de notre État, de notre vivre ensemble, et qu'au nom de cela, il fallait revenir là-dessus. En déclarant conforme la loi du 5 mars dernier, le nouveau code électoral, je ne sais plus s'il est si nouveau que ça, il a fait tellement de tollé que finalement il est très connu, plus que des lois qui sont séculaires dans ce pays. Ce code électoral a été déclaré conforme à la Constitution par le juge constitutionnel béninois sur la demande du président de la République. De ce fait débouté, la Cour a de ce fait débouté tous les requérants qui, pour une raison ou une autre, parrainage, seuil d'éligibilité, suffrage, tous les verrous tendant à lever des sièges, sur ces questions-là, la Cour constitutionnelle a trouvé que tous les requérants qui étaient venus ont des arguments peu pertinents par rapport à l'esprit du texte législatif qui a été adopté. Maintenant, par autorité de la chose jugée, ne vous attendez pas au miracle sur les mêmes récriminations. Sur cet aspect-là, le problème qui se pose d'abord, c'est pourquoi est-ce qu'on revient sur la question alors que la Cour a tout évacué? Parce que le Bénin est toujours Bénin et un état de droit. Et toutes les fois qu'on sera dans un état de droit, tous les textes, à quelque niveau que ce soit, pour nourrir leur légitimité et exister du point de vue légal, auront besoin d'être conformes à la Constitution. Mais c'est déjà déclaré conforme à la Constitution. Oui, mais ce ne sera pas la première fois qu'un texte déclaré conforme à la Constitution, dans une ou deux de ses ramifications, ou trois même de ses ramifications, échapperait, ou vigilance échapperait au juge constitutionnel. Ce ne serait pas un crime écoutez, l'ancien code électoral contenait des erreurs matérielles que nous avons traînées pendant je ne sais combien d'années, de 2018, si je ne me trompe, justement j'ai la date, de 2018 à 2023, on a traîné des erreurs matérielles pendant 5 ans, et c'est élémentaire, c'est basique. Donc au nom de ce principe, c'est bien possible. Il y avait une rupture d'égalité dans l'ancien code électoral, on l'a traîné longtemps. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de recours contre, c'est pour dire en fait que ce n'est pas une magie qu'on se découvre en train. Vous savez, il y a des lois comme la loi sur la nationalité, le code des personnes et de la famille, qui à l'épreuve de plusieurs décennies ont relevé des insuffisances. Donc, éprouver le plus longtemps possible la ténacité de ce fameux code électoral dit conforme à la Constitution, c'est la chose la plus normale qui puisse arriver à notre démocratie. Oui. Votre question trouve sa source dans tout le spectacle que nous avons eu avant justement ce vote-là. Qu'il vous souvienne, nous allons rapidement remonter le temps très brièvement pour voir un peu tout ce qui s'était passé. Il y a eu dans le temps cette loi qui atterrit sur la table des parlementaires et nous avons vu le cas de concertation de la société civile qui a insisté à un moment donné pour qu'il y ait concertation et que la décision, le vote ne soit fait dans pas précipitation et qu'il y a des aspects dont il faut tenir compte et qu'il fallait, le plus important, il fallait mettre toutes les intelligences autour de ce travail. Elle a même proposé justement des amendements. Donc, ça n'a pas été pris en compte. On s'en souvient tous. La loi a été votée quand même dans des conditions que nous connaissons tous. Et il y a eu des recours. Nous avons suivi également ce scénario d'une kyrielle de recours. Il y a des recours qui n'ont même pas été évalués parce qu'ils ont été déclarés irrecevables. Il y a d'autres qui ont été évalués justement. Et c'est sur la base de cette évaluation que la Cour a déclaré conforme le vote de cette loi. Donc quand vous regardez tout le scénario qui s'est produit de la conception au traitement jusqu'à la validation par la Cour, on sent qu'il y a un malaise au niveau du vivre ensemble, un malaise au niveau de la consolidation de l'unité nationale. C'est-à-dire qu'il y a une classe politique qui estime qu'elle est isolée, qu'elle est exclue des élections. Il y a une autre classe qui estime que c'est la voie et la seule voie à adopter pour pouvoir avoir le résultat. Est-ce que c'est ça qui explique l'insistance? J'en viens. Dans les deux cas, justement, nous avons vu
une position adoptée par certains. D'ailleurs, je vais parler du clergé qui a réuni certains hommes politiques pour échanger bien après, justement, la validation de la Cour constitutionnelle qui a échangé. Et nous avons vu aussi la position de la mouvance en son temps. Parce que c'était une manière de voir ensemble qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut amender, qu'est-ce qu'il faut refaire. Nous n'avons pas vu. La mouvance a adopté simplement la politique de la chaise vide. Et aujourd'hui, si éventuellement on se retrouve devant encore la Cour constitutionnelle, moi je pense que cela se ressentait tellement, il y a un vide qui se ressentait puisque la Cour constitutionnelle doit garantir les principes de l'état de droit et la sécurité juridique. Et la Cour constitutionnelle ne vient pas vous dire ce que vous allez faire. La Cour constitutionnelle statue sur la requête et c'est le contenu de la requête. Si aujourd'hui un individu ou un citoyen estime qu'il y a des éléments, de nouveaux éléments qui peut-être peuvent permettre aux sages de la Cour constitutionnelle de revoir leur position dans l'interprétation de la loi qu'ils avaient eu à faire, il est libre de soumettre justement, parce que la loi lui permet de soumettre justement cette requête, et maintenant au sein de la Cour constitutionnelle de voir si éventuellement cela se fait. Maintenant, le plus important déjà, c'est de constater que jusqu'à présent, il y a un malaise profond par rapport à cette loi fondamentale qui devrait normalement unir tous les bénévoles. Quand vous parlez de malaise justement, j'ai l'impression que le code électoral, ça aura été le test qui aura... Enfin, ma mémoire ne me propose pas de souvenirs autre que ça. Cela a été le test, ma foi, qui aura divisé jusqu'aux confins même des acteurs religieux. On se rappelle ces imams de Parakou aussi qui ont pris position. On se rappelle tout le tollé que cela a créé dès lors que les catholiques ont lancé le débat. Maintenant, ce sont les évangéliques qui s'en mêlent. J'ai bien l'impression que jusqu'au niveau des religieux, ça divise, Franck. Oui, mais moi je dis que ça a toujours été comme ça au Bénin. C'est d'abord les politiques qui votent, surtout par rapport aux lois électorales. Il y a toujours eu un peu de remue-ménage parce que si ce n'est pas la mouvance qui n'est pas satisfaite, c'est un groupe de politiques ou c'est l'opposition carrément qui n'est pas satisfaite. Et donc, pour ce qui concerne les élections, les Béninois y attachent du prix. Et donc, lorsqu'une loi est votée, vous allez les voir, on va décortiquer, on va lire entre les lignes pour voir si il y a des dispositions qui n'arrangent pas tel ou tel. Et donc, ce débat, c'est un éternel débat et ça ne prendra jamais fin. Même après les élections, vous allez voir, on va y revenir et ce sera encore, c'est comme un mandat. C'est-à-dire que lorsqu'on vote une loi, on en parle jusqu'aux élections. Et ceux qui en parlent, lorsqu'on organise les élections, quand ils ont raison, ils viennent sur la place publique pour dire « mais je vous l'avais dit ». Même au niveau de l'opposition, lorsque la loi arrange, exprès, on cherche à parfaire tout ce qui est... Ce n'est possible sous aucun ciel à travers le monde. Dans une loi, vous allez trouver des dispositions qui vous arrangent un peu, beaucoup plus, qui désavantage l'autre, tout dépend de la position que vous occupez au moment où la loi a été votée. Maintenant, on peut s'accorder sur le minimum, on peut trouver le juste milieu pour que cela ne soit pas des gènes de division qui nous amènent peut-être à des troubles après les élections. Et là encore, il revient à l'État d'assurer, parce qu'on sait qu'il y a de ces petites récriminations qui sont faites sur une disposition qui est votée, une loi qui est votée. Je pense que nous pouvons y arriver. Et moi, ce qui me dérange, vous allez voir, lorsqu'on va tous devant la Cour, que ce soit opposant ou on dit qu'on fait des recours, mais lorsque la Cour rend sa décision, on n'est jamais d'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? La décision de la Cour est sans recours. Et c'est le dernier qui prononce sa décision et qui dit mettons tous la balle à terre, mais quand on le fait, on trouve que on aurait pu faire tel. Finalement... Oui, mais on est en démocratie, c'est pas parce qu'on les appelle les 7 sages que ça y est, ils ont la science infuse. Dès lors qu'ils prennent la décision, je suis d'accord, on peut tout dire à propos. C'est pour dire qu'on ne finira jamais d'en parler. Oui, William, qu'est-ce que les religieux viennent chercher avec des tests politiques? Ils ont toujours eu des intrusions en politique. On a vu des religieux avoir des révélations pour les candidatures de X ou Y dans ce pays. Ils le font parfois par bonne foi, parce que préoccupés par l'avenir du pays. Ils le font aussi parfois pour des pitances. Ne maquillons pas les mots. On a vu des
religieux prendre fait et cause pour des politiques dans ce pays. On a vu des rois susciter des candidatures. Donc, jusque... Ils sont avant tout citoyens. Ils sont citoyens, je reconnais. Droit de citoyenneté, Mais au moins. vous savez, ce sont des leaders d'opinion et des gens des droits de la santé sexuelle et reproductive vous diront qu'on les appelle des personnes détentrices de pouvoir. Parce qu'à leur langue, à leurs gestes, il y a beaucoup qui peuvent s'aligner. Tout simplement parce que ceux-là réfléchissent par procuration, par vie de ces leaders religieux-là. Donc, on est partagé, hein, c'est pour la bonne cause par endroit, c'est parce qu'en bon citoyen, on est bien frileux. Des codes électoraux nous ont amenés à nous entretuer ici. Un code électoral précisément, des pièces toutes faites, créées en plein processus électoral par une cour constitutionnelle, des pièces comme celle-là nous ont amenés à tirer les uns sur les autres. Pourquoi les religieux aussi se tiraillent par rapport au code électoral? C'est normal qu'on se tiraille en tirant le drap de son côté quand on a des casquettes politiques ou en sonnant l'alarme ou en criant, en montant au créneau pour qu'on ne dise pas qu'entre-temps on s'est tous tués et par silence on a tous donné le consentement à ce qui ne devrait pas être en fait, parce que les politiques, eux, peut-être sont déplumés à propos, très bien campés, chacun de son côté sur la question. La société civile, pas écoutée, parce qu'elle a voulu discuter en commission avec les députés. On lui a opposé une fin de non-recevoir. Entre-temps, il se contente d'aller lire l'actuel code après les décisions de la Cour constitutionnelle pour savoir peut-être comment revenir en force, mais pour le temps qu'il se passe aujourd'hui, ils sont en léthargie. Les religieux vous diront qu'ils sont aussi de la société civile et que c'est au nom de ce mandat. J'ai écouté les fondements de leur conférence de presse hier. J'entendais un d'entre eux dire que c'est parce qu'en tant que cadre de concertation, ils ont le droit également d'opiner sur un ou deux sujets qui concernent l'intérêt général, l'intérêt national. Donc, même si les éboueurs en association parlent du code électoral, ils en ont le droit, ils sont des citoyens. Regardez combien oui, ils en ont le droit, ils sont des Béninois. Même si nos frères qui sont malades mentaux peuvent dire code jusqu'à ajouter électoral, ils peuvent se mettre en association, on dira l'association des personnes en déficience ou en démence qui prennent peut-être... Je suis bien sérieux, c'est une caricature à ma manière pour dire que tout Béninois, tout citoyen béninois peut s'inquiéter d'abord de l'enjeu lié au code électoral et qu'ensuite, notre récente histoire, ne soyons pas amnésiques, restons sur terre. À part ceux qui défendent et qui prennent... Moi, j'ai par rapport religieux. Oui. Vous savez, je ne sais pas... Mais je vous avais fait la question, vous êtes allé... Vous savez, je ne sais pas ce qu'il s'est passé avant 90, mais les religieux on repère lorsqu'ils s'intéressent de plus en plus à la politique à partir de 90 avec la forte, influence de Monseigneur de Souza qui a apporté beaucoup à tout ce qui a eu lieu au niveau de la conférence. Je pense que depuis ce temps-là, les religieux de plus en plus trouvent une certaine aisance à discuter des sujets politiques, à discuter des questions qui sont parfois éminemment politiques. Je pense que c'est depuis ce temps, et ça ne va pas finir. Maintenant, ce qui gêne, c'est parfois des positions qui laissent perplexe. Vous voyez des religieux prendre des positions où vous vous demandez, mais est-ce que c'est des citoyens? Pourquoi est-ce que un religieux qui prend une position, pourquoi est-ce que c'est un cataclysme? C'est un citoyen. Pas un cataclysme, mais William l'a si bien dit, c'est des gens dont la voix porte très loin. C'est des gens qu'on considère par griffes, qui ont une certaine sagesse lorsqu'ils prennent la parole. Et donc, votre posture est, ma foi, raisonnable. Tâchez ou travaillez à raisonner justement celui qui a pour édifier. Pour édifier. Pourquoi est-ce qu'on crie à haut sur le baudet? Oui, Eric, et puis on s'en prend à lui. Non, pour le rôle des religieux, je pense que nous sommes dans un environnement où quand il y a des questions à polémique qui risquent de compromettre la cohésion sociale, l'union des citoyens, ils se sentent responsables. Et à partir de cet instant, ils estiment que c'est aussi de leur devoir de pouvoir orienter, n'est-ce pas, les gouvernants sur le droit chemin.
de sorte à nous éviter, n'est-ce pas, des événements assez tendus où il faut déplorer, n'est-ce pas, des morts. Et donc je pense qu'ils sont en avant-garde. Et pour eux, il faut garder la maison au calme, avec les ingrédients de paix, de justice et tout ce qui va avec. Et je pense que ce rôle, ils l'ont toujours fait. Et d'ailleurs, nous leur demandons justement de veiller toujours au grain à ce que, au niveau de la société, que les différents acteurs puissent, n'est-ce pas, être soucieux du vivre ensemble. Bon, là où il faut peut-être essayer de limiter un peu leur action, c'est de ne pas jusqu'aller, n'est-ce pas, à prendre des positions politiques, à orienter, n'est-ce pas, l'action d'une communauté à l'endroit d'un candidat. Ils le font dans les chapelles, très bien, vous le voyez, c'est des consignes qui sont donnés. Oui. Après, nous savons quand le sein... J'avais mon prêtre, donc je ne sais pas de quoi il parle. Après, nous savons... De quoi il parle avec les faites un tour à la veille des élections, vous allez comprendre quelque chose. Après, nous savons qu'en les saints, ce n'est pas des pratiques qui sont encouragées. Nous connaissons le rôle des religieux dans un environnement donné. Ils aident les fidèles, n'est-ce pas, à pouvoir, comment on dit, suivre une doctrine religieuse avec les principes et les valeurs, tout ce qui va avec. Justement, ils ne sont pas là pour demander à des fidèles de voter telle personne, voter contre telle personne ou pas. Nous le savons. Et quand il y en a qui, dans l'effectif, arrivent jusqu'à ce niveau, je sais qu'à leur niveau, il y a des mesures qui sont obligés de prendre vis-à-vis de ces religieux. Et donc, je pense que le rôle qui consiste à orienter, à conseiller, n'est-ce pas, nous avons toujours besoin que les religieux jouent véritablement ce rôle. Après, moi, je me dis au nom des principes démocratiques, et ça, je pense que c'est peut-être pas hypocrisie, ou peut-être, soit nous le savons, ou voilà. On essaye de définir ce système, chacun en fonction de son intérêt. Oui, nous sommes en démocratie, et on va faire des questions politiques, notre pain quotidien, matin, midi, soir. Je pense qu'à un moment donné, il faut demander aussi à nos politiques de savoir s'abstenir, n'est-ce pas, de savoir s'abstenir, de donner raison aux institutions qui jouent un rôle, n'est-ce pas, d'une façon ou d'une autre. La loi a été votée, la Cour, selon les arguments qu'on lui avait présentés, a fait un travail, n'est-ce pas, éprouvons le code qui a été voté et tirons les conclusions et nous allons repartir. Moi, je pense que à chaque fois, nous risquons donc de rester dans ce débat de façon éternelle, comme si notre vie en dépendait. Oui, Franck l'a évoqué, si nous sommes dans un environnement qu'au plan politique, nous avons des conflits. Moi, je ne le souhaite pas. Votre vie dépend justement du code électoral. Moi, je ne le souhaite pas, mais c'est à croire que justement que ça devient notre vie économique, notre vie sociale, et puis matin, midi, soir, on est dedans. Alors, qu'est-ce que cette un petit mot. Très rapidement. La question, elle est très simple. Qu'est-ce que les religieux viennent chercher dans ce camp? La question est très simple. Les religieux font partie intégrante, à part entière, de la société civile. Et par conséquent, ils ont aussi ce droit d'opiner sur la question politique, puisque qu'on le veuille ou non, la politique étant l'art de gérer la cité, tout ce qui se décide en politique rejaillit sur eux et ils vivent ça au quotidien comme tous les autres citoyens. Une stratégie qui aurait et leur stratégie, c'est de parler à l'oreille de ces quand vous parlez à l'oreille chez eux, quand vous parlez à l'oreille, quand vous parlez à l'oreille politique, quand vous parlez à des hommes politiques qui ne vous écoutent pas, la meilleure solution, c'est de faire des sorties politiques pour que demain, qu'on ne dise pas, les sages se sont tus. Parce que quand vous parlez à l'oreille politique, c'est peut-être le politique et vous seul qui l'entendez. Et les autres après diront, en son temps, où était le clergé? En son temps, où étaient les confessions religieuses? Et ça, c'est les questions que nous devons nous poser. Et maintenant, la question là où nous devons nous inquiéter, c'est que effectivement, quand des sorties religieuses se font, il faut que cela soit fait avec assez de bonne foi. Puisque nous avons vu aussi dans ce pays... Non, je vais vous le dire pourquoi. Je vais vous donner un exemple très simple que nous avons tous vécu au Bénin. Nous avons vu des confessions religieuses, dont je tais le nom, qui subitement ont applaudi de la validation du code par la Cour constitutionnelle, mais aussi on demandé au peuple de soutenir le président de la République dans ses réformes. Et dans le même temps, nous avons vu quelqu'un, toujours un membre de cette confession religieuse, se détacher subitement pour dire que ce n'est pas pour cette raison qu'ils ont été invités à cette conférence de presse. Et que subitement, il vient à cette conférence de presse. Ça, c'est pour les publics à l'intérieur. Ça vous fait comprendre qu'entre-temps, il y a la mauvaise foi qui sort parfois de leur conférence de presse. William Placebo. L'État et l'Église sont jumeaux.
Oui, mais il y a longtemps qu'on les a séparés, hein. On n'a jamais pu les séparer. On a séparé l'église. Il y a eu la défenestration de Prague, il y a eu la guerre de 30 ans, de l'État. il y a eu l'État moderne, Oui. il y a eu la différenciation entre la papauté et les autorités de l'État, Oui. il y a eu toutes les formes d'État que nous avons aujourd'hui, mais l'Église et l'État sont intimement liés et, par parallèle, les autres confessions qui veulent se mettre aussi au même rang que l'Église veulent aussi discuter tête à tête ou veulent aussi avoir la même place dans un État que l'Église. Quand j'ai fini de dire ça, je dis à côté que, vous savez, tout le monde a le droit de s'inquiéter, de prendre position, de prendre toutes les colorations. Ceux qui sont les plus sages ou prétendument ont la plus grande sagesse, davantage doivent parler parce que nous sommes en perte de repères dans notre société. Finalement, personne ne parle. Tous sont finalement interdits de parler. Donc, si même les religieux doivent être interdits de parler, même si c'est pour dire des bêtises, finalement, il n'y aura personne pour Alors, parler. s'il faut dire, il y a fait avancer le débat. Je ne sais pas si il faut reculer, mais au moins, ils disent des choses qui nous rappellent qu'il y a un débat en cours. Sinon, on dira un jour, mais on nous demandera ça. Vous savez, On va finir avec le dernier axe. Vous savez, Est-ce que la langue officielle, c'est le français? Non, mais... D'accord. vous savez, oui, Alors, qu'est-ce que les 7 sages vont faire par rapport à sur le rôle des religieux? Oui. Oui, mais Roland Leroux, je suis d'accord avec ce que vous l'avez Ah, dit. ça continue. Les sages doivent parler, les sages doivent parler, les sages doivent vous conseiller, les sages doivent orienter nos gouvernants, n'est-ce pas, à prendre de très bonnes décisions. C'est d'ailleurs pour ça qu'au niveau de chaque confession religieuse, au niveau des rites, il y a toujours des occasions où on prie pour le chef de l'État, on prie pour les membres du gouvernement, on prie pour les présidents des institutions. Allez, Après, qu'est-ce que les 7 sages vont faire, à votre avis, quand je prends la sortie ce recours-là, du cadre de concertation des confessions religieuses, Oui. je ne sais pas à quand remonte la dernière sortie et c'était quoi le sujet. Voyez-vous, moi, c'est le tout politique qui me dérange. Parce que mais nous avons des problèmes de société. Nous avons des jeunes qui traînent des problèmes. Nous avons des familles qui souffrent, qui ont des problèmes. Et on ramène tout aux politiciens. Tout aux politiciens. La bonne dame qui a vu l'eau envahir sa maison et qui dit, depuis le vendredi, j'ai vu personne. Personne n'est venu m'assister. Mais les politiciens sont où? Ils sont où ces politiciens? Est-ce que c'est les politiciens qui doivent aller ou bien non, c'est un exemple que je donne. C'est un exemple que je donne. Oui, c'est un exemple avec le dernier axe, Eric. On va se demander qu'est-ce que la Cour constitutionnelle pourrait faire ou pourrait dire le 12 septembre prochain, étant donné que c'est à cette date qu'elle va se prononcer par rapport à ce recours-là. Est-ce qu'elle va dire, bon, écoutez, tout ce que j'avais dit avant et par le passé, bon, en réalité, je m'étais trompé, ou bien monsieur le citoyen... Vous ne m'avez pas suffisamment entendu, donc je vous... Oui, donc vous ne m'avez pas suffisamment entendu, je vous réitère que tout ce que vous m'envoyez là n'a rien à voir avec le contenu du code. Ou bien est-ce que les 7 salles vont dire, bon, écoutez, bon, là franchement, on s'est fourvoyé, je vous entends maintenant, chers députés, dans un profond sommeil. Oui, venez entendre ce que les gens disent avec moi ici. Oui. Je le disais tantôt, la Cour constitutionnelle, par principe, doit respecter les principes de l'état de droit et surtout la sécurité juridique. La Cour constitutionnelle ne vient pas mettre dans une requête ce qui doit être. La Cour constitutionnelle statue sur les arguments que le requérant envoie. Si vous envoyez des arguments qui ne tiennent pas, la Cour constitutionnelle statue sur ces arguments. Si vous envoyez des arguments qui peuvent amener la Cour constitutionnelle à revisiter sa position, mais là, ça veut dire que vous avez gagné. Mais attendez, la Cour constitutionnelle ne s'est pas dédiée de sa propre juridiction. Récemment, on l'a vu. Nous, on l'a vu. Même si on l'a expliqué de façon très juridique. Le plus important, c'est que le requérant doit pouvoir avancer des arguments. Et s'il trouve encore des éléments nouveaux capables de faire une lecture nouvelle de ce qui a été interprété par le temps, je pense que c'est à la Cour de décider. Depuis la nuit des temps, les codes électoraux ont toujours eu un caractère exclusif. Parce que dans ce code, justement, il y a des critères d'exclusion et des critères d'inclusion. Et lorsque vous parlez de ce que... Quels sont les critères d'inclusion? Non, allez lire le code. Moi, je l'ai aussi pas remarqué. Quels sont les éléments d'inclusion? On a eu le temps de... Vous faites confiance aux gens, hein? On a eu le temps de... Je suis d'accord avec vous. Nous avons pris pratiquement 3 mois, n'est-ce pas, à décortiquer le code électoral. Les politiciens ont pris d'assaut le plateau. Dans les sables,
Écoutez, même aux opposants, faisons confiance. même aux S'il vous plaît, Faisons partir. Et même les mouvanciers, ils vous diront, allez interroger les mouvanciers, ils vous diront, dans ce code-là, il y a des principes Facteur d'inclusion. nous qui nous excluent nous-mêmes. Alors que c'est des gens qui ont soutenu, qui soutiennent l'action du gouvernement et donc les projets qui viennent et tout. Et donc moi je pense que les 7 sages vont, Louis a déjà tout dit, on va dire à chacun si votre argument est pertinent ou si ce n'est pas pertinent. Et la Cour va dire, la Cour ne va pas se dédire. Tout ce qui avait été dit, la Cour ne reviendra pas sur ça pour dire, écoutez, j'avais dit que c'était conforme à la Constitution. Maintenant, il y a un citoyen très intelligent qui m'a fait remarquer qu'en réalité, il y a des choses pour lui donner des coups de sagesse, oui, quelques astuces pour revenir sur sa décision. Vous n'aurez pas ça. Mais on dira au citoyen, tu as raison, tu n'as pas raison, c'est tout. Et on va lui renvoyer sa copie. Et puis, la vie va continuer. Ah oui, c'est si simple. Oui. Ce que vous disiez, c'est bien possible. Que la Cour dise, par inadvertance, ça je n'ai pas vu, et tel l'a montré. Par contre, ce sur quoi il ne faut pas halluciner, ce sont les récriminations portées dans les derniers recours. Autorité de la chose jugée oblige, la Cour ne reviendra pas là-dessus. À moins du cataclysme de la jurisprudence, du revirement jurisprudentiel. Et ça, je ne l'espère pas de cette Cour, qui est dans une dynamique donnée. On la lit dans ces décisions depuis. La Cour est dans une dynamique très claire. On va pas rentrer dans les suspicions. Ce n'est pas de la suspicion. C'est des gens quand vous lisez le raisonnement. C'est des gens de science, les gens d'un parcours donné, c'est des gens... La science a des connotations. Oui, la science prend des connotations conjoncturelles aussi. Et nous sommes en matière constitutionnelle, c'est-à-dire de garantie des droits et libertés fondamentales contenues dans une constitution. Et là-dessus, nos différentes compositions de cours constitutionnelles dans le temps se sont adaptées aux requêtes qui sont venues devant elles et conjoncturellement ont donné des décisions pour aider à la cohésion au vivre ensemble. Quitte à savoir, en interrogeant l'histoire, si ça a toujours marché. Mais rendons-nous compte que quand on lit la dynamique des différentes décisions rendues par notre Cour jusque-là, la Cour est dans une démarche donnée. On a même travaillé le revirement jurisprudentiel, notamment par rapport à la question du parrainage, par exemple, juste pour atteindre un objectif, dira-t-on, de cohésion de paix. Là-dessus, ne vous attendez pas à ce que la Cour se dédise. Mais si il y a des aspects non évoqués dans les autres recours qui sont nouveaux et sur lesquels le juge peut toujours statuer, dans sa logique ou dans une logique peut-être plus inclusive ou plus qui serait peut-être plus admise de beaucoup plus de gens, la Cour statuerait. Mais quoi qu'on dise, ne vous attendez pas au miracle. Eric, on va finir. Je pense que la Cour ne peut pas inventer des arguments pour rendre une décision, pour faire plaisir à un groupe d'individus ou à une confession donnée. Justement, il faut veiller à ce que les procédures soient respectées. Et c'est en cela que moi, je ne crois pas à ce discours d'absence de démocratie. Parce que nous sommes dans le fonctionnement des institutions où un citoyen, n'est-ce pas, peut attaquer une loi et demande à la Cour. Oui, enfin, dans ce que j'ai suivi comme déclaration de presse, oui, absence de démocratie, de liberté d'expression et tout ce que vous pouvez imaginer. Et donc, un individu, un citoyen peut attaquer une loi, n'est-ce pas, devant les sages. Et il revient aux sages avec les arguments présentés par un citoyen de rendre une décision. Cela participe du bon fonctionnement des institutions. Et donc, la procédure sera respectée. Je pense que la Cour va examiner la requête de ce citoyen avec les arguments, n'est-ce pas, y compris, et rendra une décision. Que la décision soit en faveur de X ou de Y, ça restera une décision. Que cette même décision compromet l'image de la Cour et tout ce qu'on peut imaginer ou pas, ça reste une décision. Et nous allons prendre ça. Mais Tanguy, une proposition. Le temps est terminé. Une proposition pour vous, juste une proposition. Pour moi, on n'a pas déposé de requête de... Ah, ça vient le coup de ça, moi. C'est la requête. C'est la requête. Oui. Non, invitez les sachants pour qu'ils nous disent. Ils se cachent, monsieur les sachants. Dieu seul sait combien d'appels j'ai fait hier entre 16h et 19h pour avoir quelqu'un pour venir en parler. Monsieur Droit. Non, bon. Je donne ma langue au chat sur cette question. C'est une galère. C'est pour ça. Sur certains sujets, mais les gens ne veulent plus parler. Je ne vous apprends rien. Sur certains sujets, les gens c'est la galère. Et si les religieux peuvent au moins nous distraire un peu. Non, je ne dis pas qu'ils ont distrait. Permettez que je finisse. S'ils peuvent continuer par animer le débat, de sorte à ce qu'ils disent tout, ce qui est bien et ce qui n'est pas, s'ils peuvent tout mélanger, mais vous leur demandez pour au moins sortir les fenêtres de leur tanière. Vous leur demandez. Au moins, oui, c'est ce que je leur demande. Moi, je dis, en démocratie, il n'y a pas. Je vous dis, en démocratie, il n'y a pas d'idiotie. Il n'y a pas d'idée
biscornus, sortent. Tout ce qui se dit, même les idioties, permettez-moi de revenir sur le on ne va pas, au nom de la démocratie, promouvoir non plus la bêtise. La mécréance. Parce que je suis totalement d'accord avec vous. La Mais dans un démocratie pays où les meilleurs fonctionner. sachants sont dans la politique de la CAP, dans un pays où on a un problème si sérieux et bon, presque tout le monde, personne ne veut en parler. Si des gens qui maîtrisent peut-être un peu le sujet, ça peut au moins leur permettre de revenir à la télé quelquefois, mais parlons-en. Un problème si sérieux pour qui? Allez, les gars, merci beaucoup. Pour tous. Pour tous. En 2019, les premiers et 2 mai, je ne sais pas combien de Béninois étaient commerçants ou se promenaient dans les rues de Cotonou. Merci d'avoir été là. Je souhaite te passer une très bonne journée. Juste après moi, la revue de presse. Son débat.